Chatactivisme, c'est un rendez-vous régulier avec des acteurs de la société pour réfléchir à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, environnementales, sociales, sociétales, économiques, peuvent et doivent provoquer des transformations majeures dans la manière dont nous agissons, dont nous pensons et dont nous créons. Pour réfléchir à ces questions avec humilité mais sans détour, nous sommes ravis d'avoir ici au Théâtre du Châtelet Patrick Boucheron. Merci et bonjour Patrick. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Nous sortons de 3 mois un peu particuliers et nous avons tout eu un petit peu de temps de réfléchir. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est votre priorité? Ma priorité maintenant, c'est-à-dire le 17 juin, je me permets de le dire parce que tout va tellement vite et de manière, au fond, si imprévisible. C'est peut-être, si vous me posez la question sincèrement, de restaurer ce qui, pour moi, a été le plus profondément saccagé et peut-être, malheureusement, le plus durablement. Ça dépendra de celles et ceux, effectivement, qui pourront y réagir. C'est la confusion entre le dedans et le dehors. Finalement, ce qui nous constitue, c'est quand même de pouvoir revenir en nous-mêmes. Moi, ça m'a beaucoup manqué, la solitude, pendant cette période dite de confinement, de revenir à nous-mêmes parce qu'on a pu se relier aux autres. C'est pour ça qu'on arrive à lire, d'ailleurs. Moi, je n'arrivais plus à lire pendant ces quelques mois de confinement, parce que justement, on sort. Mais quand on ne sort plus, ou quand, pire encore, avec les moyens, disons, de visioconférence, on rentre dans les gens par effraction et que les gens rentrent chez nous. Aujourd'hui, nous sommes déconfinés, mais nous n'avons pas retrouvé le sens du dedans et du dehors, pour moi. C'est-à-dire nous sommes littéralement disloqués, et sortis de nos lieux. Et ça va être long. Donc mon objectif personnel, si vous me demandez, c'est effectivement de retrouver un balancement entre l'ici et l'ailleurs, entre moi et les autres, et ça ne se fait pas d'un coup. C'est assez génial cette façon de voir les choses, parce que c'est vrai il y a une habitude qu'on a prise par contrainte, et de nouvelles habitudes qu'on va devoir recréer, et des habitudes qui étaient finalement tellement naturelles dans notre vie avant qu'on s'en rendait presque pas compte. Il y a donc du coup finalement une espèce de moment qui s'est créé. Vous êtes un historien, vous êtes spécialiste des dates, donc on se dit que ce moment va faire date, certains commencent à le nommer. Comment vous, avec votre regard d'historien, avec votre prisme d'historien, comment vous avez envie de nommer cette période? Comment vous pensez qu'elle va perdurer aussi dans l'histoire prochaine? Alors d'abord, je dois dire, puisque vous parliez d'humilité, que je n'en sais rien, que le temps... C'est la meilleure réponse. Voilà, le temps se nomme comme il le souhaite. Lui, non, mais celles et ceux qui se battent pour le nommer. C'est un combat, et c'est d'ailleurs un combat politique. Ce qu'on appelle les chrononymes, le fait de nommer le temps comme la géographie nomme les lieux, les toponymes. C'est souvent une dispute. Dire des années 70 en Italie et en Allemagne que ce sont des années de plomb, par exemple, c'est une prise de position. Je regarde avec consternation la rapidité avec laquelle, dans la presse, par exemple, on commence à dire la génération Covid. Pour parler des jeunes, je pense qu'on va en parler. C'est ça, effectivement, qui me bouleverse. Mais les jeunes n'ont pas à consentir à se faire, à leur insu, baptiser par une catastrophe. C'est à eux de dire le nom qu'ils veulent porter. Et il vaudrait mieux que ça ne soit pas le nom d'une maladie. Bon. Donc, je remarque d'ailleurs que ce qui nommerait plutôt le temps que nous avons vécu est moins la maladie que la réaction, sans doute d'ailleurs légitime, qu'elle a suscité dans la plupart des gouvernements dans le monde, c'est-à-dire le confinement. Donc c'est ça. Moi, voilà, si on veut prendre un pari sur le chrononyme, on va dire que le grand confinement est plutôt bien parti
Une petite fille que je connais un peu me posait la question tout à l'heure, à midi, c'était la première fois qu'on retournait au restaurant, mais au fait, c'est quand la dernière fois qu'on a vécu un confinement? J'ai dit, ben, je crois que c'est la première fois. Et puis l'autre, sa petite sœur, dit, et le mot même? Ben, je dis, le mot, je ne connaissais pas le mot confinement. On n'a pas fait un confinement après la guerre mondiale première, par exemple? C'est-à-dire la grippe espagnole, oui. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Non. Alors, il y a eu des expériences qui sont des expériences locales. Évidemment, je suis médiéviste dans le civil, donc je ne ferais pas mon métier si je ne vous parlais pas doctement de l'invention du confinement dans les villes italiennes du XIVe siècle après la peste noire. Mais au fond, pour moi, ce n'est pas tellement ça d'être historien. Ce n'est pas de ramener notre effarement face au présent vers les continuités rassurantes de durée éternelle pour vous dire mais vous inquiétez pas, on a déjà vécu ça. Non, je ne crois pas qu'on ait déjà vécu ça. Mais je pense qu'on est dos au mur et on ne l'a pas vécu. Pas à cette intensité, pas à ce rayon de courbure, pas tout le monde en même temps, pas la Terre entière, pas avec cette instantanéité. On n'a jamais vécu ça. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je pense que les historiennes et les historiens ont quand même, à mon avis, comme métier, pas simplement de rassurer sur les continuités, mais d'alerter sur, je dirais, la profondeur de l'entaille. C'est pour ça que je commençais à parler de moi, de ce que ça me fait moi. Parce qu'en fait, ça entaille, oui, ça taille, ça creuse quelque chose dans notre conscience historique, c'est le rapport qu'on a avec le temps. Mais c'est intéressant parce que normalement, c'est seulement les historiens ou les journalistes ou les présidents l'établissement, on peut dire, qui ont le pouvoir de donner les normes. Mais maintenant, c'est tout le monde avec les hashtags qui peut créer les normes. Et c'est vraiment intéressant de voir qui va gagner, en fait. Exactement. C'est vrai que quand on parle en historien des chrononymes, on va dire, bon ben voilà, il y avait des forces en présence, mais là, le jeu est ouvert. Ça se passe maintenant pour tout le monde. Et ce pouvoir-là, le pouvoir de nommer, est à prendre. Oui. Mais il faut le prendre. Oui. C'est-à-dire qu'il faut effectivement considérer que c'est quelque chose qu'on doit conquérir, qu'on doit défendre. Encore une fois, pour la jeunesse, j'entends dire le bac Covid. Ouais. Et ça veut dire quoi? Qui est injuste, qui est terrible d'avoir toute la vie. Nous parlons aujourd'hui, 17 juin, ça aurait dû être le premier jour d'un bac qui n'a pas eu lieu. Moi, je m'en fous un peu du bac, mais simplement, je ne suis pas un défenseur du rituel républicain. Mais je remarque que ça n'existe plus cette année. Personne n'a décidé que ça ne devait plus exister. Donc, d'une certaine manière, celles et ceux qui devaient le passer en sont privés au regard des autres. C'est-à-dire que ce qu'ils craignent, je vois bien, ce que craignent les lycéennes et les lycéens, c'est qu'on leur dise « Ah ouais, toi, t'es du bac 2020, celui qu'on a filé. » Alors, les journalistes, c'est toujours sympa, disent « Comme le bac 68. » Mais pardon, bac 68, les 68ards, on les connaît, ils nous encombrent. Enfin, je veux dire, on les a entendus parler. Donc, ils n'arrêtent pas de dire depuis si longtemps qu'eux, ils avaient bien mieux à faire que... Bon, donc le bac 68, c'est pas une macule, c'est une médaille. Bon. Mais là, c'est quoi? Le bac Covid, ça fait pas exactement le même effet. Nous, on s'est terrés comme des rats. Je veux dire, c'est pas, pour la jeunesse, on ne peut pas dire que ça soit un truc qu'on puisse revendiquer. Sauf à dire qu'on s'est enfermé pour de bonnes raisons. Et c'est pour ça que, attention, je ne nie pas qu'il y avait une nécessité à le faire. Mais maintenant, il faut l'assumer. Il faut dire, bah oui, on a fait ça parce que, voilà, et au nom de... Essayer de recomposer une première personne du singulier, un nous. C'est ça, en fait.
Vous les avez interrogés, ces jeunes, vous les avez invités à justement prendre des témoignages sur ce qui se passait en ce moment, etc. Comment ils s'expriment? Parce qu'en effet, les journalistes les font parler. Le Monde a encore titré Génération Covid dont vous parliez à l'instant. Comment est-ce que vous commencez à sentir justement des signaux faibles de ces noms qui pourraient arriver, de la manière dont eux, vous dites il faut qu'ils s'en emparent, c'est-à-dire que maintenant c'est comme ça. Personne, en tout cas vous n'avez pas envie de dire c'était bien, c'était pas bien de confiner. C'est un fait. Mais comment eux, ils commencent à s'en emparer? Comment est-ce que cette génération, est-ce que vous avez des indices sur la manière dont eux commencent à s'en emparer, les hashtags qu'éventuellement ils utilisent, la manière dont ils en parlent même? Alors moi je suis, il faut quand même dire d'où je parle, pour reprendre justement un slogan de 68. Je suis enseignant, je considère que je suis enseignant, mais je n'ai plus charge d'âme, si j'ose dire. C'est-à-dire que voilà, j'enseigne au Collège de France, donc j'ai une audience, un public, je n'ai plus d'étudiants. Mais les étudiants, je les connais quand même, je les vois. Mais donc tout de suite, en tout cas dès le mois d'avril-mai, j'ai été intéressé par exemple par une initiative qui était une initiative d'enseignants du secondaire des académies de Grenoble et de Créteil qui ont mis en place ce qu'ils appelaient le projet Rupture, qui consistait en fait à rompre avec les habitudes d'enseignement et à dire à leurs élèves qu'ils avaient à distance, plutôt première, terminale, plutôt que de tenter de faire le programme, on va essayer de le voir se bouleverser sous nos yeux et aller faire de l'histoire orale, aller voir, parler à votre grand-mère, parler à votre petite sœur, parler à ceux qui pourront effectivement vous faire comprendre ce que c'est que ce temps qui passe, et accumuler des témoignages. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait déjà, en avril-mai, une sorte, quand je dis comment construire un nous, parce que chacun étant ramené à sa solitude, évidemment, par définition, ou alors à une communauté strictement familiale voilà, on ne doit pas oublier que c'est quand même, ça devient très vite une structure d'oppression. Voilà, bien sûr, ça, je sais bien, hein, je vois bien. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite à nos enfants que de nous avoir sur le dos. Donc, c'est drôle parce que finalement, ce confinement, on a eu l'impression que pour beaucoup qui ont eu le confinement heureux, ils redécouvraient les joies de la bourgeoisie, quoi, la propriété, la famille, la lecture. Je veux dire, globalement, ça reste quand même pas une vie désirable que d'être enfermé chez soi, et surtout pas pour des ados. Donc déjà, ils ont quand même commencé à s'exprimer. Et moi, j'ai le sentiment quand même que on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le fait d'avoir vécu ensemble, mais séparément, une situation où on se confinait pour protéger des plus faibles, des plus démunis, des plus vulnérables, souvent des plus âgés, ce qui est quand même quelque chose d'admirable qu'on peut effectivement revendiquer en disant voilà. Vous parliez de la grippe espagnole, non seulement en 1918 on n'a pas fait ça, mais en 1968 justement on n'a pas fait ça non plus. Oui. La grippe de Hong Kong, 38 000 morts en France, personne ne songe à arrêter l'économie pour protéger les plus vulnérables. Voilà. Là on le fait, et non seulement on le fait, mais personne sérieusement peut ne pas le faire. Certains tentent, Boris Johnson, et très vite comprennent qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est très intéressant du point de vue historique. C'est-à-dire qu'on passe d'un indiscutable à l'autre. C'est évidemment non à évidemment oui. C'est indiscutable. Donc ça veut dire que c'est une rupture anthropologique. Donc face à une rupture anthropologique, on n'a pas à tempêter, s'indigner, protester. Enfin, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc il y a on a affirmé mondialement que la vie était universellement, la vie biologique,
non mort, disons au moins, était une valeur universelle, inconditionnelle, que quoi qu'il en coûte, on devait tout faire pour la protéger. Et donc, les jeunes qui ont entendu ça, me semble-t-il, ils se sont dit, ok, maintenant, le moment donné, on vérifiera qu'on a bien entendu ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que cette vie-là, toutes les vies se valent, aussi celles des migrants, aussi celles des plus faibles, aussi les nôtres, parce qu'il n'y a pas que la vie biologique, la vie biographique, comme dit Hannah Arendt, c'est-à-dire celle qui mérite d'être racontée, vaut d'accéder à la dignité de l'art, de la création, de la narration. Et donc il est normal, me semble-t-il, que cette façon de vivre de manière égale une condition très inégalitaire aiguise notre sens de l'injustice, l'aiguise au tranchant du feu de l'événement, et que le premier jour où on peut sortir, on ne va pas seulement boire des coups à des terrasses, mais on va manifester pour le comité Adama Traoré, avec quand même des gens très jeunes et très divers. Et c'est parti. C'est-à-dire que cette soif, ce désir d'égalité et de justice, il a été aiguisé au feu de l'événement, et c'est parti. Je veux dire, c'est pas un jouet qu'on va pouvoir remettre dans sa boîte. C'est sorti, ça ne rentrera pas. Voilà. Donc ça, les pouvoirs ont le choix entre se le prendre dans la gueule ou pas, mais ils n'ont pas le choix entre ça existe ou pas. Ça existe. Mais justement, si on n'a pas d'événements dans l'histoire dont on se dit qui sont vraiment des échos à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je pense que d'une certaine manière, ça doit perturber aussi la puissance publique, pour l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, on entend beaucoup, il faut refaire un New Deal, un Green New Deal, un plan Marshall. Donc c'est encore une fois, pour m'être un peu plongé aussi dans la manière dont vous analysez les choses, mais c'est reprendre des références du passé pour les recoller sur le présent, et parce que c'est certainement plus facile finalement, ou plus rassurant, ou parce qu'on... Si on répète quelque chose, c'est qu'on envisage les conséquences de cette action. Là, ils sont quoi ? Ils sont pris comme... la puissance publique est prise comme un lapin dans les phares d'une voiture. Parce que vous dites c'est en marche, donc ça y est, c'est parti. Les jeunes sont dans la rue, on leur a dit qu'il y avait une vraie justice et qu'on l'a considérée. Donc on ne va pas pouvoir leur dire non, c'était pour rigoler, c'était juste pendant les 2 mois. Mais alors... Quels sont les référents et s'il ne doit pas y avoir de référents, quelles sont les possibilités pour que ça transforme vraiment dans du concret demain, après-demain Alors d'abord, encore une fois, j'en sais rien parce que je vous parle comme si vous étiez médium. Mais qu'est-ce qui va se passer Ce que je sais, c'est ce en quoi effectivement mon métier d'historien peut être mis à l'épreuve par cette situation. Et là, je défends un petit peu l'histoire, c'est-à-dire le fait qu'on puisse trouver dans le passé des ressources d'intelligibilité pour poser un diagnostic sur le présent, au moins, et puis donc éventuellement voir en quoi on pourrait transformer ce présent, et voilà. Donc ça veut dire que l'énigme du présent trouve peut-être sa résolution dans le passé, qu'il y a là quelque chose qui peut nous éclairer, pas parce que ce serait des leçons de l'histoire, mais parce que c'est une sorte de trésor d'expérience. C'est comme au théâtre. Oui. Voilà, le théâtre, s'il y a un répertoire, c'est parce qu'on pense que Shakespeare, qui lui-même était confronté à des difficultés dans l'Angleterre du début du XVIIe siècle, pensait pas absurde de penser lui-même à l'Angleterre du XVe siècle et voir à l'Antiquité. Et donc nous-mêmes, on peut penser à Shakespeare qui lui-même, par rebond, voilà. Donc j'ai rien contre aller chercher des mots du passé, MOTS, pour penser les mots AUX du présent. On a toujours fait ça, et puis moi je suis un peu historien de la Renaissance quand même, donc l'idée d'aller chercher dans le passé ancien, de quoi, au fond, ouvrir le temps à des devenirs possibles. Bon, ça s'appelle l'humanisme, par exemple. Donc, voilà.
Mais pour vous répondre, ça c'est une boîte à outils. Oui. Ensuite, après, l'essentiel, c'est que cette boîte à outils, nous, notre boulot, enfin, qu'est-ce que je vais dire? Pas les historiens, pas les intellectuels, mais ceux qui travaillent sur l'imaginaire. Voilà. Donc, ça veut dire nous tous. C'est-à-dire ceux qui essayent quand même d'aller exprimer quelque chose de l'imaginaire collectif. L'idée, c'est de l'ouvrir le plus possible. Par exemple, la question du précédent. Bien sûr qu'on va, à ce futur craint ou désiré, on va balancer des mots du passé. Mais il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Par exemple, on est obsédé par les années 30 en ce moment. On parlait du New Deal. On est obsédé par les années 30. On l'était encore, parce qu'évidemment, il y a quand même des pouvoirs autoritaires qui ressemblent furieusement à ce qu'on a pu connaître. Mais l'avantage, je n'aime pas ce que je suis en train de dire, mais enfin en tout cas, disons l'opportunité de la situation présente, c'est que ça ouvre à d'autres précédents possibles. C'est qu'on est moins obsédé par les années 30. Voilà. On voit qu'il y a d'autres possibilités. Mais, c'est très intéressant, mais j'ai deux questions. En fait, la première question, oui, à mon avis aussi, on peut imaginer les choses, on ne peut pas imaginer avant. Donc, il y a un moment où on peut être radical, on peut dire, OK, on peut parler des choses impossibles d'imaginer, mais aussi, c'est un moment, j'espère, où les artistes, les penseurs, les gens créatifs et les institutions culturelles peuvent faire quelque chose d'important, peuvent donner le boîte à outils aux citoyennes et citoyens, peut essayer d'être utile, de créer un avenir mieux. Ça, vous pensez, c'est à vous de répondre à cette question, en fait, parce que c'est à vous de le faire. Là, je pense qu'il y a effectivement, là encore, une mise à l'épreuve, pardon, je ne voudrais pas faire la leçon, mais on voit très bien que, compte tenu de l'incertitude, de la crise, qu'ont traversé et que vont traverser encore sans doute pour quelque temps les institutions culturelles, en particulier les théâtres, mais aussi les musées, tous les centres d'art. On voit que là, ça tire dans tous les sens. Il y en a au moins deux. Il y aurait deux, en fait, fuites en avant. La première, c'est de dire, les théâtres, au fond, sont des lieux de création. Donc les théâtres, c'est pour les artistes. Si le public ne peut pas venir, finalement, c'est dommage, mais on peut s'en passer. C'est une tentation. Pas acceptable, mais pas acceptable, non, mais très bien, voilà, je suis heureux de vous l'entendre dire. L'autre possibilité, c'est de dire, vous êtes des travailleurs sociaux, allez faire les clowns dans les EHPAD, dans les colonies de vacances, c'est la nation apprenante, etc. On voit très bien qu'il y a les deux tentations du point de vue de la puissance publique. De dire, vous inquiétez pas, ok, c'est bon, on va vous payer. Il y a tous les dispositifs sociaux pour assurer le calme, il y a l'intermittence, etc. Donc que le public continue à créer des choses, et puis si on doit les défaire, on les défera, mais vous serez payé. Tout le monde n'en bénéficie pas. Tout le monde n'en bénéficie pas. Voilà. Non, mais il y a aussi un vrai truc. Absolument. Il y a aussi un vrai truc. Il y a les auteurs, les artistes plasticiens, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'en bénéficient pas, et même ceux qui en bénéficient, ça reste extrêmement contraint aussi. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut refuser les deux. Mais aussi, mais sûrement, c'est la priorité. Nous pensons, c'est d'être utile, de donner un service public. Et donc, on ne peut pas commencer seulement avec le problème pour les institutions culturelles internes. Il faut dire, OK, qu'est-ce que c'est les besoins pour les citoyennes et citoyens? Qu'est-ce que nous devrions faire? Le rôle. Oui, le rôle. Qu'est-ce que c'est notre rôle? Exactement. Comme artiste, comme institution, avec et pour les citoyennes et citoyens. C'est ça, non? Allez, et je pense qu'on ne doit pas seulement, là on dit un « on » un peu étroit de celles et ceux qui pourraient croire qu'ils ont des décisions à prendre. Mais si on hésite, on n'a qu'à demander, on n'a qu'à sortir de chez nous. Voilà, moi j'ai discuté avec
mon amie Catherine Blondeau, qui est la directrice du Grand T, qui a ce projet, ce beau projet à Nantes, d'un théâtre de la relation. La première chose qu'elle a faite quand elle a pu ouvrir, c'est qu'elle a été voir les gens du quartier. Vous avez besoin de quoi? Alors après, on peut tomber de haut. Et en gros, ils ont dit, on a besoin que vous nous donniez à bouffer. Oui. Donc, c'est ce que d'ailleurs les artistes aussi disent pour le moment. On leur Voilà. demande, on pense que les fonds de soutien, etc., on peut s'attendre à ce qu'ils disent oui, j'ai besoin d'un atelier de matériel. Ils disent non, déjà, j'ai besoin de payer mon loyer parce voilà. que je vais me faire virer et j'ai besoin de manger. Et voilà, et ça, il faut l'entendre. Absolument. Donc, un Grand T, le premier truc à faire, il a dit, vous rouvrez le restaurant du théâtre déjà, ce serait sympa. Voilà. Ça commence comme ça, et puis ensuite on discute. Donc, c'est pas. Il va falloir faire avec effectivement cette question de comment se rendre utile. Quand même, nous sortons d'une expérience qui a été aussi une machine à culpabilisation. Ah oui. Bon, voilà, moi je suis quand même dans le monde. Je suis dans le monde de celles et ceux qui n'ont jamais craint pour leur survie économique. Je suis fonctionnaire. Il faut le dire, j'en ai pas honte, mais voilà, je n'accepte pas, par exemple, on a fait notre boulot. On n'a pas à être remercié parce qu'on a fait notre boulot. On peut, en revanche, ensuite, ne pas accepter qu'on ne nous demande pas notre avis sur la manière dont on doit pouvoir le faire, ce boulot. Voilà. Mais maintenant, il faut effectivement se poser la question de l'utilité sociale de ça. Et pour ça, peut-être accepter effectivement d'avoir des remises en cause un peu radicales, par exemple sur les publics. C'est quoi la question? Il faut réduire les jauges, concrètement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourvu que ça ne soit pas les mêmes. Pourvu qu'on n'en profite pas pour en fait amincir, aiguiser un élitisme débridé, parce que là, dans ce cas-là, c'est dramatique. Moi, j'ai rien contre faire des choses pour peu de gens, mais il faut que ça soit pas toujours les mêmes. Voilà. Donc là, on a un travail, me semble-t-il, très fin à faire, à aller chercher les gens là où ils sont et essayer d'en profiter pour toucher des gens qu'on ne touchait pas. Ouais. C'est-à-dire que l'innovation, c'est obligatoire maintenant. Et par exemple, ici, nous sommes dans un théâtre magnifique du 19e siècle. On joue, en fait, encore, pour la plupart, dans la même manière, les spectacles. On a fait dans le 19e siècle. Et bien sûr, nous avons l'électricité et les choses qui ont changé. Mais pour la plupart, on fait le même répertoire de temps en temps aussi. Mais maintenant, on doit changer. On ne peut pas continuer dans le même axe. On ne peut pas dire, oui, nous sommes encore dans le 19e siècle. On doit changer comment faire, comment créer les œuvres. C'est ce que c'est exactement ça. Ce que disait Sartre dans son livre sur Flaubert, là, le génie est l'issue qu'on s'invente dans les cas désespérés. Oui, voilà. Donc là, il faut bien trouver un chemin, parce qu'entre ces deux écueils, il y en a sans doute d'autres. Normalement, si on ne fait rien, par défaut, on se fait écraser. Donc, il y a une issue à trouver, mais elle est obligatoirement innovante, dites-vous. Voilà, on est sommé, en fait, d'inventer quelque chose. Après, comme historien, mon boulot, c'est de vous dire, pour inventer, on peut aussi puiser dans ce trésor d'expérience du passé, mais pas toujours le même, et pas de manière rituelle et répétitive. Et vous parlez de l'expérience physique du public présent et des publics présents. On a évidemment vu pendant cette période de confinement tout ce qui s'est développé aussi au travers des écrans, au travers du virtuel et toutes les autres manières aussi de partager des émotions collectives et une forme de pensée collective et de savoir, etc.
Vous êtes chercheur associé au Théâtre National de Bretagne. Vous avez développé aussi un programme. Vous avez fait lire par des comédiens l'histoire mondiale de la France. Qu'est-ce que vous apportiez quel était finalement, je reviens au rôle en fait d'une institution culturelle. Déjà, c'est assez surprenant et je trouve hyper riche d'avoir mêlé justement et d'avoir un chercheur associé qui soit un historien et que vous ayez justement mêlé en fait ce sujet de l'histoire avec le théâtre. Qu'est-ce que vous aviez en tête d'apporter aux auditeurs au travers de ces récits lus, de ces récits récités par des comédiens? C'était effectivement, merci de me faire parler de ça parce que ça me touche beaucoup. Au moment, le jour du confinement, je devais aller au TNB avec Mathieu Pot-Bonneville, philosophe, et on devait faire quelque chose dans justement cette on va dire, carte blanche d'artistes associés, mais qui était sur les masques, justement. Mais on l'avait fait à Beaubourg, dans le festival hors piste, sur une série de conférences sur le peuple des images. Et on avait fait quelque chose comme quoi, quand même, ça sert à ça aussi, l'art. Ça sert littéralement à voir venir. C'est le titre d'un livre de Mathieu Pot-Bonneville avec Marie Connet, Voir venir. Nous-mêmes, d'ailleurs, on dit des choses. On avait commencé à parler des masques en janvier. C'était pas les masques chirurgicaux, c'était les masques anthropologiques, mais voilà, on en a parlé quand même. Et après coup, on se dit ah bah tiens, voilà. Donc je pense qu'une fois qu'on est arrêté, on se retourne en arrière et la première chose à faire, c'était de voir, de se relire et de se relier, de voir ce qu'on... Bon, alors, premier truc, on s'est dit avec Arthur Nosiciel, le directeur du TNB, bon, ben, on va relire ce truc-là, parce que l'histoire mondiale de la France, et puis ça sera aussi l'occasion pour lui de faire une petite troupe. C'était toutes celles et ceux, les actrices et les acteurs qui étaient en train de jouer, qui devaient jouer, qui allaient jouer au TNB. Et puis les acteurs, à ce moment-là, bah, vous le savez, c'était comme des lions en cage. Il fallait leur lancer de la barbaque dans leur... Parce que sinon, ils ne pouvaient plus, quoi. Ils tournaient en rond, quoi. Je pense que la question de leur rôle aussi pendant cette période-là était centrale. Et il me semble que... Par exemple, il y a une belle chose qui s'est passée. Moi, je crois que ça a aiguisé notre écoute. C'est-à-dire que, prenons par exemple cette question des 5 sens. Bon, le toucher est évidemment le grand vaincu de la crise. Le goût et l'odorat sont perdus par certains malades du Covid. Notre visualité a été, c'est pas qu'on a été rendu aveugle, mais enfin quand même, ce monde d'écran a mis à l'épreuve notre culture visuelle. En tout cas, une chose est certaine, c'est que notre écoute a été aiguisée. Voilà, les habitants des villes disent qu'ils n'ont jamais aussi entendu les oiseaux, écouté les oiseaux. Et j'ai lu que les oiseaux eux-mêmes chantaient moins fort, de 5 décibels par oiseau en moyenne. Ben oui, parce qu'ils n'avaient pas à couvrir le son des ce n'était pas la peine, en fait. Donc en fait, ils chantaient moins fort, donc mieux, comme le sait n'importe quel musicien. Donc ils ont passé un vraiment bon moment, eux, parce que non seulement ils chantaient moins fort, mais ils se faisaient mieux entendre. Donc on avait quand même le goût... Et je pense que c'était un moment où, sur le plan théâtral, on avait besoin de texte et d'entendre, d'écoute. Il y a eu une très belle initiative au Théâtre de la Colline, les poissons pilotes de Wajdi Mouawad, qui s'appelait Au creux de l'oreille, où dès le premier jour, des comédiennes et des comédiens ont fait du théâtre au téléphone, ont appelé des gens pour leur lire des textes. Donc voilà, ça c'était... Il y avait ce côté-là dans l'histoire mondiale de la France lue par les comédiennes et comédiens d'Arthur Nosiciel. Ça m'a fait très plaisir. C'est une manière aussi de relier. Alors bon, par ailleurs, le texte n'était pas totalement
choisi, pris au hasard. Hein. C'est une histoire chorale de notre rapport à la mondialité aussi. Donc il pouvait y avoir des échos. C'était un projet fabuleux, j'ai trouvé très simple et qui peut toucher tout le monde. Mais pour moi, c'était aussi intéressant et c'est toujours difficile de trouver le moyen numérique vraiment de créer les formes nouveaux, de pas simplement faire les choses, de faire le tournage de spectacle, mais de créer les choses nouvelles avec les artistes. Et en particulier, avec les citoyennes. Ouais, et sur cette question numérique, ça c'est intéressant. Par exemple, sur le livre, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je suis éditeur, donc ça m'intéresse. Je crois que la part du livre numérique est passée de 3,5 à 6%. Donc ça reste toujours ultra minoritaire. Et là, pourtant c'est un secteur de l'industrie culturelle où il y a eu des investissements massifs, mais on peut dire tranquillement que si pendant 3 mois où les gens n'ont que ça à faire ne peuvent pas aller dans des librairies, s'ils ne téléchargent pas des livres numériques, c'est donc qu'ils n'en téléchargeront jamais. C'est donc en fait c'est pas désirable comme format. Il y a des choses qu'on va continuer à faire, d'autres qu'on va s'empresser de ne plus faire. Moi, quand même, du point de vue, personnellement, ça a réarmé mon désir d'adresse directe, d'engagement physique, de partage sensible. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai mieux compris pourquoi je n'avais jamais eu envie de faire cours par vidéo, par exemple. Pourquoi j'ai toujours trouvé que c'était au fond de la connerie. Mais je ne savais pas trop pourquoi. Là, maintenant, on sait. Yes. Avec le vécu à l'appui. Voilà. Mais inversement, il y a peut-être des choses il y a quand même des choses à sauver de tout ce qu'on a fait. Oui, et c'est pas que du... Et le monde numérique pour les artistes, c'est encore une forme très très jeune. En fait, si on voit le cinéma, par exemple, on peut dire, OK, il y avait une centaine d'années, les films... Eisenstein a commencé et les films deviennent encore assez importants, mais on ne parle pas encore, il n'y avait pas de couleur, mais donc pour le monde numérique, pour les artistes, on a un axe encore très loin, je pense, de trouver les formes qui marchent, vraiment qui marchent avec un public. Et j'en suis sûre, vous avez raison, on a vu les échecs, on a vu un laboratoire pour les formes numériques. Et nous, par exemple, nous avons fait un chœur virtuel qui a peut-être marché assez bien. C'est le même esprit d'avoir les gens solitaires, mais solidaires et solidaires au même temps. Et nous avons eu 110 000 vues. Oui, c'est beaucoup. C'est pas mal. Pour un théâtre, c'est pas mal. Pour un chœur, c'est pas mal non plus, en fait. Mais la question maintenant, c'est presque, maintenant que, comme vous le dites, on a le droit à nouveau d'être ensemble, comment on ne perd pas tout ce début d'expérimentation de la part des artistes et de la part des structures et des citoyens, absolument, d'inventer d'autres modes d'être ensemble, de partager une émotion collective, de partager du savoir, etc. Et de fusionner ça, articuler ça aussi avec une expérience physique. C'est-à-dire que maintenant, on peut à nouveau être ensemble dans des conditions encore très contraintes. Et comment on garde quand même finalement cette dynamique qu'on a tous eue dans nos vies de citoyens, justement, et puis dans nos vies professionnelles, pour continuer d'avoir un rôle, d'être utile, de partager, etc., au moment où on ne pouvait plus se croiser. Et donc, c'est comment on va articuler tout ça aussi à partir de maintenant, de manière assez concrète, en fait. De manière concrète, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est effectivement être au plus près de la matérialité et de la sensibilité des vies, de nos existences. C'est ça aussi qui a été quand même aiguisé pendant cette période. Il y a ça me fait penser ce que vous dites l'une et l'autre. Au fond, c'est pas pour donner des bons points, mais il y a 2 textes qui m'ont vraiment aidé. Enfin, il y en a plein qui m'ont impressionné, mais qui m'ont aidé, qui m'ont servi, au sens où ils se sont rendus serviables.
texte de Christophe Honoré dans Le Monde qui expliquait à qui lui demanderait qu'est-ce qu'il allait créer pendant cette période. Il dit je ne donnerai rien à cette période, à ce temps empoisonné, et surtout pas de l'art. C'est du temps perdu, et en termes proustiens, pour avoir une chance de le retrouver, ce temps, il faut accepter de l'avoir perdu. Et ça, j'ai trouvé ça très beau et très digne, parce que c'était aussi finalement comment dire, je pense justement l'expérience des années SIDA, c'est-à-dire de cette certitude au fond qu'on n'a rien à attendre d'une maladie. Une épidémie, c'est structurellement une saloperie, on attend que ça passe, que ça tue le moins de gens possible, et que la maladie n'est pas réformatrice. Ce sont les malades qui peuvent être des réformateurs sociaux. Les malades sont les experts de leur maladie, et c'est eux qui doivent, en fait, et ça on ne l'a pas beaucoup entendu, aussi parce qu'on n'a pas beaucoup entendu qu'il n'y avait pas que des hospitalisés, il y avait aussi des malades à la maison. Et qui, bon. Donc ça m'a beaucoup aidé, parce que c'était une manière de se déculpabiliser d'une sorte de chape de responsabilité. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'écrive? Est-ce qu'il faut que je... Voilà. Et le deuxième texte, c'était celui de Bruno Latour sur l'inventaire, qui disait, ben voilà, faites une autodescription de ce qui vous manque, de ce que vous pourrez, après le cœur léger, effectivement, ce à quoi vous pourrez renoncer, parce que ça, c'est le mouvement de pas de retour à l'anormal, l'apostrophe. Au fond, c'était pas absolument indispensable tout ce qu'on faisait avant. Alors, moi, je le vois, je suis un hyperactif, donc c'est vrai que spontanément, les premiers voyages, disons, que ça a annulés, je me suis dit, bon, ils n'étaient pas indispensables. Maintenant, je vois plus nettement ce qui me manque vraiment, et ce que, je suis désolé, je suis pas prêt ce à quoi je ne suis pas prêt à renoncer. Mais cet inventaire, je ne sais pas où ça en est, parce que j'ai suivi en effet son lancement, et je pense que ce serait formidable de le faire vraiment. Ouais, de le faire vraiment, de voir ce qui en est ressorti, etc. Et alors déjà de se l'appliquer à soi-même, parce que moi je me suis promis pendant 2 mois que j'allais le faire, et puis je ne l'ai pas fait. C'est pas évident. Ouais. Mais de voir justement ce qu'il en est ressorti. On se parlait tout à l'heure de demander aux citoyens ce dont ils auraient besoin et comment une institution culturelle pourrait leur être utile. Là, c'est un peu ce que fait Bruno Latour en disant faites votre propre diagnostic, j'ai envie de dire, et puis avec ces diagnostics accumulés, on va pouvoir faire un diagnostic sociétal du besoin commun. Et de ce qu'on a envie de réparer, et puis ce qu'on a envie de lâcher, et à l'inverse de créer demain. Et c'est vrai que je pense que cette matière, elle est précieuse, et que ça ne doit pas rester une bonne initiative de Bruno Latour pendant le confinement, mais vraiment une base peut-être pour repartir, comme en marketing, on fait des études qualitatives ou quantitatives pour savoir quels sont les besoins et à quoi un produit va répondre, une marque va répondre. Là, en réalité, il serait temps en fait d'entendre un peu ce dont les gens ont besoin et ce dont les gens n'ont plus besoin. Et ce d'autant plus que, vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça, c'est d'autant plus que c'était un mouvement en cours. Oui. Donc là, on vit le dégel, en somme. Mais c'est les préoccupations, les colères, les désirs d'avant, ils ont été gelés, mais ils sont là encore, voilà, et ça revient intact, inentamé. Ça avait pu être une inquiétude, et pour moi c'est incroyablement rassurant. Enfin, la révolution des femmes, par exemple. Oui. La révolution des femmes, elle était en cours, elle est pour moi inexorable, et elle doit libérer tout le monde. Mais pendant la crise, on a quand même eu une rechute, une remasculinisation brutale de l'expertise, même quand on comptait les tribunes. Les violences contre les femmes, tout ça. Voilà. D'abord, les violences contre les femmes, ça c'est évident qu'on ne peut pas penser sérieusement qu'en confinant tout le monde, ça va s'arranger. L'enfance en danger, quand on aura les chiffres réels, ça va être dramatique.
mais même dans la parole publique, les rôles. Ah oui, et la parole publique, absolument. Ça c'est, enfin, je veux dire, je crois que j'ai vu les chiffres sur les tribunes, par exemple, des journaux pendant 3 mois. On est retourné, voilà, c'est une régression, mais c'est une régression temporaire. Là, la période où on est, vous vous dites que votre engagement, il est pour cette jeunesse. Il y a une... J'ai toujours plus ou moins dit que pour moi, être historien, c'était se rendre redevable à la jeunesse. Voilà, au moins intellectuellement, au moins l'assurer, l'affirmer, refuser tous les discours, non seulement du c'était mieux avant, mais vous êtes venu trop tard. Voilà, au moins du point de vue de la posture. Après, il ne s'agit pas de souffler sur les braises d'une révolte qui, d'ailleurs, n'a pas vraiment lieu dans les termes qu'on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une résignation. Et donc ça, il faut aussi en tenir compte. Et moi, je ne pense pas que ça soit effectivement de la responsabilité des adultes que de se refaire une jeunesse sur celle qu'ils ont perdue. En disant, allez-y, les petits gars, bon, non, je veux dire, ils feront bien ce qu'ils veulent, mais en tout cas, au moins, on a comme responsabilité de ne pas encombrer. Et ça, c'est un truc, je veux dire, dans les institutions culturelles, voilà, ne pas encombrer, c'est-à-dire vraiment, le plus possible, donner, surtout ne pas parler en leur nom, parce que ça, on a compris, il ne faut pas, mais ouvrir la porte, la possibilité, l'imaginaire, les théâtres, les musées, les galeries, enfin, voilà. Je veux dire, on pourrait se faire tranquillement un moratoire sur les... C'est pas la guerre des générations, c'est pas du tout ça, parce qu'on peut même pas leur reprocher ça, ils ont quand même été assez sympas avec leurs aînés, hein, franchement. Solidaires. Très solidaires. Mais maintenant, surtout si on veut s'assurer que le cas où on devra le refaire, et ça arrivera peut-être, se reconfiner, etc., ils soient toujours d'accord. Mais je pense que c'est très juste. On a un devoir d'ouvrir les portes, mais on a un besoin aussi, parce que si les institutions, les maisons de l'opéra du 19e siècle, si on a l'idée d'être ici, d'être utile à l'avenir, on doit travailler avec les jeunes. C'est ça. Sinon, nous n'avons plus un public. C'est pas par bonté ou grandeur d'âme, c'est parce qu'on en a besoin, puis parce que c'est surtout beaucoup plus intéressant. Enfin, oui. Franchement, on est dans un pays qui, globalement, où il suffit de regarder la télé, où trop de gens trop vieux encombrent. Voilà, ça c'est la vérité. Oui. Bon, donc maintenant, et puis comme les jeunes en plus, ce qu'il y a d'incroyable, on a eu tort évidemment de comparer cette crise à la guerre, parce que la guerre d'abord on se bat contre quelqu'un, il peut y avoir une victoire, et puis d'autres peuvent nous sauver. C'est ce que disait effectivement, j'en parlais avec Wajdi Mouawad, qui a réagi comme il a réagi parce que lui connaissait la guerre, mais la vraie, la guerre civile, celle du Liban. Bon. Il disait, mais dans une guerre, nous on peut sauver des gens et les gens peuvent nous sauver, il y a un ailleurs. Là, il n'y avait pas d'ailleurs, on était dos au mur, on était tous dans la même... Il n'y a pas d'ailleurs. C'est incroyable. Et mais ça fait déjà plusieurs années. C'est-à-dire, je vois pour les jeunes, quel pays les fait rêver. Bon, alors évidemment, il y avait quand même, malgré tout, l'Amérique d'Obama, le Canada, mais il n'y a plus grand... Enfin, voilà, l'ailleurs s'étrécit quand on lit, je ne sais pas, les gens, les incroyables, je pense... ceux qui racontent comment ils ont fait la route dans les années 70, oui, les orientalistes qui disaient ben, moi je partais en Afghanistan parce que c'était le plus simple. En fait, je suis allé en Afghanistan parce que c'était le plus facile. C'était là où la vie était simple, quoi. Et puis Damas, si vous aviez connu Damas dans les années 80, c'était vraiment la douceur de vivre. Bon, voilà, nous les adultes, on a vécu ça un peu. Et aujourd'hui, tout s'étrécit et tout devient irrespirable. Et donc, parce que l'ailleurs n'est plus le lieu du possible. Mais je me permets justement d'entamer la conclusion de notre échange qui pourrait durer, je pense, plusieurs heures.
Pour reboucler finalement sur ce par quoi vous avez commencé, quand on vous a posé la question de finalement là où vous en étiez après ces quelques mois, et que vous avez parlé du dehors-dedans, là vous venez de parler de l'ailleurs, de l'imaginaire. Est-ce que si on devait, nous, pour le Théâtre du Châtelet, pour les magasins généraux, garder une leçon de cette discussion ou quelque chose à en retirer ou un éclairage en tout cas, finalement on peut être ce lieu de l'ailleurs et de l'imaginaire tout en restant ancré dans le présent et ancré dans le concret, mais est-ce que c'est là finalement peut-être notre challenge, d'être cet espace à la fois dans la société mais aussi qui apporte un dehors, un imaginaire, un ailleurs, et qui peut du coup permettre de mieux vivre le dedans, si je puis m'exprimer ainsi? Ben, vous le dites très bien, c'est comme ça que je me représente avec humilité les choses au moment où effectivement l'épidémie nous a amené à stopper net nos activités. Moi je faisais cours au Collège de France sur l'expérience politique, et là encore, très honnêtement, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne pourrais pas dire, parce que ce travail d'autodescription à la Bruno Latour, je me le suis un petit peu appliqué en regardant par exemple mes mails, mon agenda, et voir comment moi-même, parce que c'est facile d'accuser les gouvernements d'aveuglement, mais comment nous-mêmes, en fait, on continuait alors qu'on avait la possibilité de comprendre ce qui se passait. Bon, l'Italie, c'est pas très loin quand même. Voilà, 15 jours, c'est pas une éternité. Donc on pouvait imaginer que ce qui se passait en Italie 15 jours plus tard, et nous, on continuait à faire voilà. Enfin, bon, c'est peut-être ça s'appelle vivre, hein. Tout simplement vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans aveuglement. Mais on sait aussi aveugler. Et après coup, on se retourne et on se relie, et moi je me relis et je dis, bah tiens, c'est marrant, sur quoi je faisais cours au moment où je faisais semblant de croire que je pourrais continuer à faire cours au mois de mars-avril, alors que bon, je faisais cours là-dessus, c'est-à-dire sur l'espace public, sur les femmes enfermées au Moyen-Âge, les recluses, et sur les hétérotopies de Foucault, c'est-à-dire les espaces autres. Voilà. C'est-à-dire la capacité de creuser simplement, c'est pas des utopies sublimes, c'est des choses à faire concrètement avec des gens, à bricoler des lieux, des espaces autres qui se creusent dans notre propre espace commun, mais où s'inventent les possibles, l'avenir, etc. Et donc, ces hétérotopies, ces espaces autres, pour moi, c'est tout ce qu'on pourra effectivement faire avec nos lieux. On n'est pas obligé de partir ailleurs, il suffit d'aller construire, creuser, déplier dans l'ici ce qui pourrait, au fond, nous faire penser et ensuite passer vers l'ailleurs. C'est très concret. Et c'est une manière de ne pas être seul aussi. Voilà, parce que c'est ça aussi ce dont on doit, ce qui nous gêne, parce qu'on sort de tôle quand même. Hein. On sort de tôle, donc on n'est pas prêt non plus à aller d'emblée dans les grands rassemblements. Enfin, je sais pas vous, mais moi, on est quand même à pas compter. Et donc, on se dit bon, alors pas tout seul, pas une foule, quelques-uns, mais pas toujours les mêmes. En gros, c'est ça. Et donc, nos institutions devraient construire des espaces autres où on ne serait pas tout seul, où on ne serait pas effectivement une foule, où on serait quelques-unes et quelques-uns, mais que ça ne soit pas toujours les mêmes. Et ça permettrait effectivement de se relancer. C'est un super challenge et c'est une responsabilité énorme pour les institutions culturelles. Mais pour terminer, peut-être on doit terminer avec les citoyennes et citoyens. Et donc, est-ce qu'il y a une action, un geste que vous pouvez proposer aux citoyennes et citoyens de faire là, maintenant? Oui, pour changer les choses, alors, finalement.
Qu'ils fassent quelque chose qu'on n'attend pas d'eux, c'est-à-dire qu'ils nous surprennent, enfin, qu'ils fassent quelque chose que je ne peux pas dire qu'ils doivent faire par définition, au nom de quoi. Je suis désolé, je ne vais pas, pas répondre à cette question. On a quand même vécu effectivement des situations qui étaient à la fois prévisibles, incroyablement prévisibles, et constamment surprenantes. Donc c'est la seule manière au fond de dire aux plus jeunes que ce monde n'est pas totalement pourri. Évidemment qu'on comprend très bien que c'est pas forcément en déboulonnant des statuts qu'on va s'en sortir, mais en revanche, s'il pouvait y en avoir beaucoup plus, c'est ce que disait Foucault, on n'en fait pas assez. On n'en fait jamais assez. Voilà, on n'en fait jamais assez. L'histoire mondiale de la France dont on parlait, il ne s'agissait pas de déboulonner des statuts, il s'agissait de parler de plein d'autres choses. Notre idée, ce n'est pas de remplacer le vieux monde, c'est simplement de le peupler davantage. Donc on ne fait pas de mal à ce qui existe déjà, mais simplement on trouve que ce n'est pas assez. On n'en fait jamais assez. C'est un beau mot de conclusion. Merci beaucoup Patrick Boucheron. Merci beaucoup. Merci. Bon courage.